Bonjour à tous. Mon nom est Martin Noël, président de la Corporation financière Monétis, et au nom de la Bourse de Montréal, me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire intitulé Les stratégies d'options éligibles aux comptes REER et CELI. Avant de commencer notre petit avis de non-responsabilité, le présent webinaire est à titre de formation et d'information et rien ne saurait être interprété comme étant des recommandations pour acheter ou vendre toute valeur mobilière. Il est fortement recommandé de consulter vos conseillers fiscaux et financiers avant de faire toute transaction sur les valeurs mobilières. Aujourd'hui, nous allons voir le régime enregistré d'épargne retraite, le compte d'épargne libre d'impôt, et nous allons explorer les différences entre les deux. Nous allons voir le marché des options, donc faire un rappel des composantes des notions fondamentales sur les options, et nous allons traiter des stratégies qui sont admissibles au régime enregistré, et nous terminerons par une conclusion. Tout d'abord, le REER, c'est un régime enregistré auprès de l'Agence du revenu du Canada auquel on peut cotiser annuellement des sommes qui sont fonction du revenu jusqu'à un maximum. Les cotisations déductibles à un REER peuvent être utilisées pour réduire le revenu imposable. Tout revenu accumulé dans le régime est habituellement exempt d'impôt pendant le temps où les fonds demeurent dans le régime. Toutefois, de l'impôt doit être payé lorsque les montants du régime sont encaissés. Pour ce qui est du compte d'épargne libre d'impôt, le CELI, celui-ci permet aux Canadiens de mettre de l'argent de côté dans des mécanismes de placement admissibles et de le voir fructifier à l'abri de l'impôt pendant toute leur vie. Ils peuvent utiliser l'épargne accumulée dans leur CELI pour acheter une nouvelle voiture, rénover leur maison, lancer une petite entreprise ou prendre des vacances en famille. Tous les Canadiens peuvent en profiter, peu importe leur revenu ou leur situation. Donc, ici, on a deux régimes qui fonctionnent de la même façon lorsque les sommes sont à l'intérieur du régime, mais à l'extérieur du régime, il y a certaines différences. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde notre REER, eh bien, lorsqu'on va contribuer dans notre régime, nous allons pouvoir faire des déductions, c'est-à-dire déduire la somme que nous allons verser dans le REER de nos revenus et ainsi épargner de l'impôt. Mais c'est de l'impôt qu'on épargne aujourd'hui pour la payer plus tard lorsque on retirera les sommes du REER. C'est donc dire que à l'intérieur du REER, tout ce qui est obtenu comme rendement, eh bien, ne sera pas imposé sur le moment, mais seulement à la sortie. Le CELI, à la différence, c'est qu'on va déposer des sommes dans le compte enregistré. Tous les rendements sont libres d'impôt, comme pour le REER, sauf que lorsqu'on verse des sommes dans le CELI, on n'a droit à aucune déduction, ce qui veut dire que ce sont des sommes qui sont versées après impôt. Et donc, lorsque on va retirer les sommes du CELI, on ne paiera aucun impôt. Donc, ça, c'est un des avantages. Donc, il est habituellement suggéré de pondérer l'utilisation du REER et du CELI en fonction de nos objectifs. Bien sûr, on vous invite à consulter vos conseillers fiscaux en la matière là, pour avoir plus de détails sur le fonctionnement au niveau fiscal. Donc, le point principal lorsqu'on utilise le REER et le CELI, c'est qu'à l'intérieur du régime, eh bien, il n'y a pas d'impôt qui est prélevé au moment où on fait les transactions, où on obtient les rendements. Dans le CELI, eh bien, comme c'est de l'argent qui a été versé après impôt, il n'y aura pas d'impôts qui seront pris par le gouvernement lorsqu'on va retirer les sommes du CELI, mais par contre, pour le REER, ce n'est qu'un report d'impôt à une date future. Donc, pour l'utilisation des stratégies ou des options dans les régimes, eh bien, il y a plusieurs stratégies qui sont admissibles et on peut utiliser des stratégies d'options sur actions, sur devises et sur indices, par exemple. Et ce sont les stratégies donc d'achat d'options d'achat, achat de call, par exemple, vente d'options d'achat couvertes, en anglais le covered call,
et l'achat d'options de vente qui sont permises dans les régimes. Donc, avant de continuer, avant d'aller directement dans les stratégies, on va faire un rappel sur les notions de base. Donc, rappelons que lorsqu'on achète des options, on devient un détenteur d'options, options d'achat ou d'options de vente. Donc, pour l'option d'achat, lorsqu'on est détenteur d'une option d'achat, eh bien, on a le droit d'acheter 100 actions ou une certaine quantité, par exemple, de devises ou d'indices. Pour les actions, eh bien, c'est 100 actions par contrat. Eh bien, le détenteur d'une option d'achat a le droit d'acheter et non pas l'obligation. Donc, 100 actions par contrat, un prix donné, un prix de levée ou un prix d'exercice, et ce, jusqu'à l'échéance du contrat. Le vendeur, celui qui va vendre le contrat, va s'engager en fait à vendre ses actions. Lorsque je vends une option d'achat, je m'engage envers l'acheteur. Donc, si l'acheteur exerce son contrat, il pourra acheter des actions. Eh bien, moi, je m'engage à lui vendre mes actions au prix de levée du contrat. Et pour ce faire, je vais recevoir une prime pour compenser le risque que je prends, donc de céder mes actions à un prix inférieur au marché au moment où le détenteur exercera ses options. Pour ce qui est du détenteur d'une option de vente, il obtient le droit de vendre, le droit et non pas l'obligation de vendre 100 actions à un prix d'exercice et pendant la durée de vie du contrat. Le détenteur va payer une prime et c'est le vendeur qui va recevoir cette prime-là. Le vendeur va contracter l'obligation ici d'acheter les actions, puisque le détenteur, s'il exerce son contrat, va vendre les actions. Ça prend la contrepartie, celui qui aura vendu le contrat sera dans l'obligation d'acheter les actions au prix d'exercice du contrat. Maintenant, lorsqu'on achète des options, le détenteur peut profiter de la différence entre le prix du marché et le prix de levée. Donc, lorsque je détiens une option d'achat, plus le titre va augmenter, eh bien, plus je vais faire de profit. Et comme le titre peut augmenter, donc il n'y a pas de limite, à ce moment-là, mon rendement il est potentiellement illimité. Lorsque je détiens une option de vente, eh bien, mon profit se calcule à partir de mon prix de vente, qui est mon prix de levée. Et donc, plus le titre va descendre, donc jusqu'à zéro, en fait, le maximum de profit que je peux faire, c'est lorsque le titre atteint zéro, eh bien, mon profit est potentiellement très élevé et ma perte est toujours limitée à la prime que j'ai payée. Donc, le détenteur d'un call, d'une option d'achat ou d'un put pour l'option de vente va toujours, ne pourra jamais perdre plus que la prime qu'il aura payée. Et donc, ça, c'est intéressant pour les détenteurs, puisqu'on connaît exactement le risque qu'on prend lorsqu'on prend une position, lorsqu'on achète des options. À l'inverse, le vendeur, eh bien, son profit est limité à la prime qu'il aura encaissée. Donc, je ne peux faire plus que la prime que j'ai reçue. En fait, lorsqu'on vend des options, on peut se comparer à une compagnie d'assurance, par exemple, qui nous vend de l'assurance, elle va encaisser une prime et la profitabilité pour l'assureur, c'est la prime qu'il aura reçue moins les dépenses. Pour le vendeur d'une option, c'est similaire. On vend la prime et ensuite, on aura des réclamations futures, c'est-à-dire le détenteur du contrat, s'il exerce, on subira une perte et cette perte-là sera plus ou moins grande pour nous. Et si la prime ne réussit pas à couvrir cette perte, eh bien, on sera à perte. Et si la perte elle est plus petite que la prime qu'on a reçue, on aura un profit. Donc, le vendeur doit se contenter de la prime qu'il a reçue et pour dégager sa profitabilité à long terme. Et son risque potentiel, bien, il est très élevé puisqu'il est inconnu. Donc, il correspond, en fait, le risque potentiel correspond au rendement potentiel du détenteur. Plus le détenteur va faire de profit, plus le vendeur de l'option va faire des pertes. Donc, une fois qu'on a acheté nos options, si je détiens une position d'option, rendue à l'échéance, bien sûr, on peut revendre notre position. On peut fermer la position avant l'échéance en tout temps, il n'y a aucun problème. Mais lorsqu'on arrive à l'échéance, l'acheteur fait face à certaines décisions.
C'est-à-dire que si l'option, elle a une valeur, à ce moment-là, peut tout simplement exercer son droit d'acheter ou de vendre. Donc, si on exerce une option d'achat, à ce moment-là, le détenteur va acheter les actions sous-jacentes. Et c'est bien sûr, il va les acheter de qui? Il va les acheter du vendeur du contrat, bien sûr. S'il exerce une option de vente, il se retrouvera à ce moment-là à vendre les actions sous-jacentes. Il les vendra, en fait, au vendeur du contrat. Il peut fermer sa position en revendant la même option, donc tout simplement en fermant la position, ou laisser l'option expirer sans valeur. Si l'option n'a plus de valeur, on la laisse aller. Et ce sont les trois scénarios possibles qu'on peut se trouver une fois rendu à l'échéance. Pour le vendeur de l'option, à ce moment-là, le premier scénario, c'est si le détenteur a exercé, nous, on va recevoir ce qu'on appelle un avis d'assignation. On se fera assigner. À ce moment-là, si on se fait assigner sur une option d'achat, puisqu'on aurait pris une position à ce moment-là de vente sur l'option d'achat, eh bien, le détenteur ayant exercé l'option d'achat, le détenteur va acheter les actions et nous, on sera dans l'obligation de vendre. Si on se fait assigner sur une option de vente, c'est-à-dire que si le détenteur de l'option de vente a exercé et qu'il impose la vente, nous serons dans l'obligation d'acheter les actions à ce moment-là. On peut, si on veut éviter de se faire assigner, à ce moment-là, fermer sa position, c'est-à-dire on a pris une position vendeur, on a vendu le contrat, et bien tout ce qu'on a à faire, c'est racheter le même contrat avec une opération de fermeture. On dit, je fais une opération de fermeture, donc je ferme la position. Je n'ai plus de position et donc je ne peux plus me faire assigner à ce moment-là. Ou si l'option n'a plus de valeur, eh bien, l'option va expirer sans valeur et là, bien, mon profit sera équivalent à la prime que j'aurai reçue. J'aurai 100 du profit potentiel qui est lié à la prime de l'option que j'aurai reçue. Maintenant, allons voir les stratégies éligibles au REER et au CELI. Comme je l'ai mentionné précédemment, nous pouvons faire des achats d'options d'achat, des achats d'options de vente et des ventes d'options d'achat couvertes. Donc, quels sont nos objectifs de placement? Eh bien, l'achat d'options d'achat peut se faire comme solution de rechange à l'achat des actions, par exemple. On peut acheter des options d'achat ou des calls en vue de protéger des achats ultérieurs. Ensuite, on peut acheter des options de vente au lieu d'effectuer une vente à découvert qui n'est pas permise dans des comptes enregistrés. Eh bien, on peut à ce moment-là utiliser les options de vente pour tirer avantage de baisse dans le prix des actions, donc en remplacement de la vente à découvert des actions, ou tout simplement comme police d'assurance pour se protéger contre une baisse sur des actions qu'on possède déjà dans notre portefeuille, dont on voudrait se protéger de façon momentanée contre une baisse potentielle, par exemple. Et finalement, la stratégie qu'on peut mettre en place également, c'est la vente d'options d'achat couvertes. Ici, on détient des actions et on voudrait vendre des options d'achat couvertes par la détention des actions à ce moment-là. Et les stratégies qui n'est pas permise, en fait, c'est la vente d'options de vente couvertes par de l'encaisse. Nous ne pouvons pas vendre des options de vente. Et donc, il y a quelques années, je pense en 2006, si ma mémoire est bonne, nous ne pouvions même pas acheter d'options de vente dans les régimes enregistrés. Donc, déjà, présentement, nous sommes en mesure de protéger nos actifs. Donc, ce sont les stratégies qu'on peut faire, sauf si vous voyez la vente d'options de vente, nous ne pouvons pas faire cette stratégie qui serait bien intéressante à effectuer là, pour certains. Donc, si on avait 100 là, par exemple, de l'encaisse nécessaire pour acheter les actions, ça serait quelque chose d'intéressant, mais on ne peut pas faire cette stratégie-là dans les comptes enregistrés. Donc, on va y aller avec quelques exemples, si vous me permettez. On va commencer par l'achat d'options d'achat au lieu des actions. Donc, on va prendre en considération un scénario, le scénario suivant. C'est-à-dire qu'on a dans notre portefeuille, REER ou CELI, peu importe, notre portefeuille enregistré, on a 10 000 en espèces et 100 000 en obligations qui viennent à échéance dans 2 ans. Les actions XYZ se négocient à 20 présentement et nous croyons qu'elles ont un excellent potentiel de croissance à long terme.
et nous voudrions acheter 1000 actions à 20 $. Cependant, on n'a pas assez d'argent dans le compte pour pouvoir en acheter. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire à ce moment-là? On pourrait acheter des options d'achat. Donc, par exemple, on pourrait choisir d'acheter des options d'achat qui viennent d'échéance dans 6 mois avec un prix de levée de 20 $ et on paierait 2 $ par action pour ces options d'achat. En achetant 10 contrats, eh bien, on pourrait, à ce moment-là, avoir le droit, donc chaque contrat nous donne le droit d'acheter 100 actions XYZ à 20 $ sur une période de 6 mois. On va payer 2 $ par action pour ça. Si j'achète 10 contrats, eh bien, ce sera 10 fois 100 actions par contrat, fois 2 $. Ça va nous donner notre 2000 $. Donc, le coût de base, c'est 2000 $. Donc, au départ, XYZ était à 20 $ et nous voulons en fait tirer avantage d'une hausse dans le prix du titre. Donc, nous voulons avoir l'équivalent des actions dans le portefeuille avec nos 100 000 $ d'obligations. Et donc, on aimerait bien avoir une composante en actions dans le portefeuille, l'équivalent de 1000 actions. Donc, ici, dans deux scénarios, le titre augmente à 24, eh bien, nous sommes à ce moment-là nous avons l'opportunité de faire un profit, hein, puisque les actions vont augmenter de 4 $. Eh bien, notre option d'achat ici va valoir 4 $. C'est-à-dire qu'on a le droit d'acheter les actions à 20 $, le titre est 24. Donc, on est rendu à l'échéance et l'option vaut 4 $. Nous pouvons à ce moment-là vendre nos options d'achat, encaisser notre profit de 2 $ par action. Donc, on a un profit de 2000. Donc, nous allons vendre nos options d'achat pour 4000 $. Ça nous a coûté 2000. Profit de 2000. Par contre, si le titre baisse à 16 $, eh bien, nous allons perdre notre investissement. La prime que nous aurons payée, l'option ne vaut plus rien, rendu à l'échéance, puisqu'on a le droit d'acheter à 20 $, mais les actions ne valent que 16. Donc, il n'y a personne qui va exercer cette option-là. L'option vaut 0. On aura perdu 2000. Mais il ne faut pas oublier que si on avait détenu dans notre portefeuille 1000 actions à 20 $, nous aurions perdu 4000 $. Donc, on voit ici qu'à la baisse, on a une protection. C'est-à-dire qu'on ne perdra que 2000 $, mais c'est compensé aussi à la hausse par un profit qui serait moindre également, puisque si on avait acheté 1000 actions, on aurait fait un profit de 4000. Mais on ne peut pas acheter les 1000 actions. Donc, ici, l'achat d'options d'achat nous permet de tirer avantage d'un scénario positif, tout en ayant à gérer des pertes, bien sûr. Et donc, comme tout investissement, si on ne veut pas perdre 100 % de la prime qu'on aura payée, mais il faudra se donner des balises lorsque le titre se mettra à baisser et de dire à un certain niveau, bien, je vais sortir de la position pour essayer de réduire la perte au minimum. Donc, on ne veut pas prendre si on ne veut pas prendre la perte maximale de 2000, à ce moment-là, on devra prendre une décision lorsque le titre se mettra à baisser. Puis en cas de hausse, on peut gérer la position comme on le ferait avec un titre normal. Maintenant, l'autre scénario, c'est l'achat d'options d'achat en vue de protéger des achats ultérieurs. Donc, dans ce cas-ci, on a toujours 10 000 $ en espèces, mais là, nos obligations viennent à échéance dans 3 mois. Et là, on pense toujours que les actions XYZ à 20 $ ont un excellent potentiel de croissance à long terme. Et là, on aimerait acheter 5 000 actions. C'est-à-dire que là, on voudrait utiliser notre 100 000 $ d'obligations pour acheter donc 5 000 actions à 20 $ de XYZ. Donc, si on ne fait rien d'ici ce temps-là, le titre pourrait augmenter de manière assez importante et on pourrait manquer cette opportunité d'investissement. Donc, on sait que dans 3 mois, nous sommes intéressés à acheter les actions. On a déjà pris la décision de les acheter. Et dans un cas semblable, à ce moment-là, il faut ne pas prendre de décision, c'est prendre une décision. Si on ne fait rien, on court le risque de ne pas pouvoir acheter les actions à 20 $ dans 3 mois. Et donc, il y a des options d'achat qui viennent à échéance dans 3 mois avec un prix de levée de 20 $.
1,25 par action. Et donc, on va en acheter 50. 50 contrats. Pourquoi? Parce que ça va nous donner le droit ici d'acheter 5000 actions XYZ à 20 $ sur la période de 3 mois. Donc, pendant les 3 prochains mois, on peut exercer cette option-là. Le coût total, 6 250, c'est-à-dire 50 contrats fois 100 actions par contrat, fois 1,25 $ par action, nous donne le coût total de 6 250 $. Et donc, on a l'espèce, l'argent en espèces pour pouvoir acheter les options et on a les 100 000 $ qui viendront à échéance, d'obligations qui viendront à échéance dans 3 mois et on pourra les acheter si on veut à ce moment-là. Donc, 3 mois plus tard, le titre peut avoir augmenté, peut avoir baissé. Observons le premier scénario où le titre augmente à 24 $. Nos options en valent maintenant 4 $. C'est-à-dire, le titre est à 24, on a le droit d'acheter les actions à 20 $ et notre option vaut 4 $. Dans ce cas-ci, on veut acheter les actions. Donc, nous allons procéder à l'exercice. Nous allons exercer les options et nous allons acheter les actions à 20 $. Donc, le coût total de nos actions, 21,25 $. Donc, dans ce cas-ci, on a réussi à vraiment protéger le coût d'achat futur de nos actions. On paye 20 $. Bien sûr, il faut ajouter à ça le coût de 1,25 $ par action. Coût total, 21,25 $. Ce qui est intéressant avec une stratégie de couverture comme celle-là, c'est que lorsque le titre baisse, nous, on veut toujours acheter les actions. Donc, on a des actions maintenant qui sont à 16 $. Les actions ne valent plus rien. Et donc, on a l'opportunité ici d'aller sur le marché et d'acheter les actions à 16 $. On voulait en acheter 5 000. Donc, on peut en acheter 5 000 à 16 $. À ça, on peut rajouter le coût de 1,25 $ par action. Donc, le coût total, c'est 17,25 $. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme les actions ont baissé, on était prêt à acheter pour 100 000 $ d'obligations, d'actions. Donc, on pourrait, à ce moment-là, diviser le 100 000 $ par le prix de 16 $ et acheter plus d'actions si on voulait. Donc, ça, c'est la partie intéressante. Donc, lorsqu'on fait une opération de couverture comme celle-là, habituellement, c'est pratiquement du gagnant-gagnant, sauf si le titre fait du surplace, bien sûr, mais ça, on n'a pas moyen de savoir si le titre va vraiment bouger ou pas. Ici, on est dans l'incertitude. 3 mois, il y a 3 mois, on est dans la situation où on sait qu'on va acheter des actions 3 mois plus tard. Et donc, ça veut dire qu'on doit protéger, on doit prendre une décision. En me protégeant, le pire qui peut m'arriver, c'est que je vais perdre mon $25, mais ce $25-là me donne le potentiel, me garantit que je vais pouvoir acheter des actions un maximum de 20 $, puisque si le prix des actions baisse, je pourrais les acheter à un prix inférieur à ce moment-là. Donc, ça, c'est intéressant. C'est une stratégie intéressante là, pour se protéger, pour fixer un prix d'achat futur sur des actions. Maintenant, la prochaine stratégie, c'est la vente d'options d'achat couvertes. La vente d'options d'achat couvertes, c'est une stratégie intéressante. C'est habituellement la première stratégie que les investisseurs vont utiliser. Donc, les investisseurs qui vont commencer à faire des options, c'est souvent la première stratégie qu'on va faire. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet tout simplement de mettre en vente nos actions. Et donc, ce n'est pas une stratégie qui est compliquée. Nous détenons des actions. Donc, dans ce cas-ci, supposons, dans notre portefeuille, on a 5 000 actions. Donc, on vient d'acheter les actions. On les a achetées à 21,25 $. Le titre est rendu à 24 $. Donc, on croit que les actions ont toujours un potentiel de croissance, mais on serait prêt à les vendre à 26 $. Donc ici, à 26 $, on est prêt à les vendre. Donc, on pourrait tout simplement placer un ordre à court limite et valide jusqu'à révocation, par exemple, à la Bourse de Toronto, et attendre que le prix touche 26 $. Ou ce qu'on peut faire, c'est d'offrir, de mettre nos actions en vente par le biais des options d'achat. C'est-à-dire, on va vendre un contrat, des options d'achat, et ainsi, on va s'engager à vendre nos actions. Par exemple, ici, des options qui viennent à échéance dans 2 mois avec un prix de levée de 26. On pourrait encaisser 75 cents par action. On pourrait vendre 50 contrats et empocher 3 750 $ au total.
Et ce 3 750 $-là, on l'encaisse tout simplement pour mettre en vente nos actions. C'est intéressant. Tout simplement pour mettre en vente nos actions. Donc, si le prix des actions est supérieur au prix d'exercice de 26 $ à l'échéance, nous vendrons tout simplement nos actions à 26 $. Et on aura reçu en plus 3 750 $. C'est un peu comme se faire payer pour vendre nos actions. C'est intéressant. Et c'est une stratégie qu'on peut faire dans nos REER. Donc, scénario. Le titre augmente à 27 $. Donc, le titre est à 24. Le titre est rendu à 27. Nos options d'achat valent maintenant 1 $. Donc, dans ce cas-ci, si jamais on changeait d'idée, on est rendu à l'échéance et on ne veut plus mettre en vente nos actions, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et on pourrait tout simplement racheter l'option qu'on a vendue. On paierait 1 $. On aurait vendu à 75 cents. On paierait 1 $. On aurait une perte de 25 cents. Cependant, le titre est parti de 24 jusqu'à 27. Donc, on aurait un 3 $ de profit, moins le 25 cents de perte. Vous voyez qu'on ne serait pas perdant au change comme tel. Donc, on perdrait un petit peu plus, mais quand même. On aurait quand même ce potentiel de profit dans la position. Mais dans ce cas-ci, si on est prêt à vendre nos actions, on les laisse aller. C'est-à-dire que le détenteur des options d'achat va exercer ses options. Il a le droit de les acheter à 26 et nous, on est dans l'obligation de vendre à 26. Nous allons vendre nos actions à 26 et notre prix de revient, c'est 26,75 $. Il ne faut pas oublier qu'on voulait vendre nos actions à 26, mais on a obtenu 75 cents en prime. Ça, c'est intéressant. Le titre baisse à 21, on ne vendra pas nos actions. Intéressant dans ce cas-ci également parce que si on avait tout simplement placé un ordre de vente à la Bourse de Toronto, on n'aurait rien reçu, on n'aurait eu aucune prime et le prix des actions aurait baissé quand même. Et donc, le titre est rendu à 21, nos options valent 0 et donc, on garde nos actions. On a une perte de 2,25 $, mais comparé à 3 $ si on n'avait pas vendu les options. Donc, on est en meilleure position. On a obtenu une prime qui nous donne une légère protection en cas de baisse sur les actions. Sur la période de 2 mois, on a 75 cents de protection à la baisse dans ce cas-ci. Et on peut toujours recommencer à revendre des options d'achat si on le veut. Donc, le titre est maintenant rendu, par exemple, à 21 $. Eh bien, on pourrait mettre en vente nos actions à 23, par exemple, essayer d'obtenir un autre 75 cents, 50 cents, peu importe, et ainsi de suite. Donc, dépendamment de la stratégie qu'on veut faire, à quel niveau on est prêt à vendre nos actions, il s'agit de choisir le prix de levée qui correspond à notre niveau de vente et on va recevoir la prime pour mettre en vente nos actions. C'est une stratégie intéressante et lorsqu'on commence à faire des options, eh bien, c'est souvent la stratégie qu'on peut faire très rapidement puisque ce n'est pas une stratégie complexe, facile à comprendre. On met en vente nos actions. Soit qu'on vendra nos actions, soit qu'on ne les vendra pas, mais on va encaisser une prime au passage. Donc, le risque est somme toute assez limité. Il faut bien sûr gérer le risque de perte puisque les actions peuvent baisser. Et ça, c'est inhérent à tout investissement, à tout achat d'actions. On doit gérer ce risque-là. Ça fait pas, c'est pas particulier à la vente d'options d'achat couverte. C'est le risque qu'on prend quand on achète des actions. Donc, le risque n'est pas différent de la simple détention des actions. Maintenant, regardons l'achat d'options de vente au lieu de la vente à découvert des actions. Donc, dans notre régime, supposons qu'on a vendu nos 5 000 actions à 26 $. Donc, on a de l'argent dans le compte. Les actions sont à 27 $ et on croit qu'elles sont surévaluées et qu'elles ont le potentiel de baisser à 24 $. Donc, on pense qu'elles vont retourner à 24 $. Donc, on aimerait profiter de cette baisse, mais la vente à découvert est interdite dans les régimes enregistrés. Donc, une des alternatives à la vente à découvert, ce serait d'acheter des options de vente, des puts, dans ce cas-ci. Donc, petit rappel, donc comparons c'est quoi la vente à découvert par rapport à l'achat d'options de vente. Eh bien, la vente à découvert, c'est de faire la vente d'abord. Donc, on va effectuer une vente alors qu'on ne détient pas les actions. Pour ce faire, on devra emprunter des actions. Donc, habituellement, notre courtier peut, s'il a des titres disponibles, peut nous prêter les titres. Nous allons les livrer à l'acheteur des actions. Et ensuite,
nous allons pouvoir vendre nous pouvons vendre les actions à découvert. Nous faisons la vente d'abord et ensuite, on veut faire l'achat ensuite. Donc, dans un second temps, nous ferons l'achat. Et pour faire un profit, mais c'est prix de vente moins prix au marché. Donc, à ce moment-là, on va faire la vente, on espère un prix supérieur au prix qu'on achètera. Donc, en anticipation d'une baisse dans le prix du titre, nous faisons la vente d'abord et nous allons acheter ensuite, si les titres baissent, à un prix inférieur. Le danger avec ça, c'est que c'est sûr que si le prix baisse, on va faire un profit, mais si le prix du titre augmente au lieu de baisser, on sera obligé de racheter les actions à un prix supérieur et on va avoir une perte. Donc, on voit que notre profil, il tire avantage d'une baisse et on fait des pertes lorsque le titre augmente. Maintenant, l'option de vente. C'est un droit et non une obligation là, de vendre les actions au prix de levée. Donc, au prix de levée, on peut vendre les actions. Et donc, ça, le prix de levée, il est fixe. Notre prix de vente, il est fixe. Donc, le profit va venir du prix de levée moins le prix au marché des actions. Donc, et bien sûr, il faut rajouter à ça la prime qu'on va payer pour l'option. Bon, dans ce cas-ci, prix de levée, quand le prix du titre va baisser, en bas du prix d'équilibre, c'est-à-dire la prime qu'on aura payée, donc prix de levée moins le prix d'équilibre, moins la prime qu'on a payée. Ensuite, on va faire des profits quand le titre va baisser. Et donc, la prime qu'on paie ici nous permet d'éviter justement les pertes potentiellement importantes qu'on peut obtenir avec la vente à découvert. Donc, cette prime-là va correspondre, dans le fond, à la perte maximale qu'on va pouvoir subir sur la position, tout en nous donnant un potentiel de gain en cas de baisse. Donc, on pourrait effectuer l'achat d'options de vente au lieu de faire la vente à découvert qui est interdite dans les comptes enregistrés, puisque la perte, elle est inconnue. On doit aller sur marge quand on fait une vente à découvert et la marge n'est pas permise dans les comptes réels. Mais l'achat d'options de vente, dans ce cas-ci, est permise et peut nous aider à tirer avantage si on a raison d'une baisse. Donc, on a de l'argent dans le compte, et on pense que le titre va baisser. On achète 50 contrats d'options qui viennent à échéance dans 3 mois avec un prix de levée de 27, des options de vente. Et on va payer 1,25 $ par action. Donc, coût total, 6 250 $ parce qu'on pense que le titre va baisser. Donc, examinons tout d'abord si le titre baisse effectivement. Donc, dans le cas où le titre baisse à 24 $, notre option de vente maintenant vaut 3 $. Pourquoi? Parce qu'on a le droit de vendre à 27. Le titre est 24, c'est-à-dire on pourrait vendre à 27, acheter à 24. Et donc, la différence entre les deux, c'est 3 $. L'option de vente vaut 3 $. Ici, on va avoir un profit de 8 750 $. Bien, tout simplement, 3 $ moins le 1,25 $ qu'on a payé, fois 50, fois 100, va nous donner notre profit. C'est sûr, si on avait pu faire la vente à découvert, vendre 5 000 contrats, eh bien, on aurait fait un profit ici de 3 $ par action, donc de 15 000 $. Ce n'est pas possible. Donc, il faut regarder ce qu'on peut faire. De l'autre côté, si le titre augmente à 30 $, notre option vaut 0. Et donc, la perte de notre position, ça équivaut à la prime qu'on aura payée, 6 250 $. Mais si on avait vendu à découvert, on aurait perdu 15 000. Donc, vous voyez que dans un sens, on fait un peu moins, on fait moins si ça baisse, mais on va perdre moins si ça monte à ce moment-là. Donc, la position, l'achat d'options de vente au lieu de la vente à découvert des actions nous permet quand même de tirer avantage d'une anticipation directionnelle ici à la baisse sur le titre. On peut également acheter des options de vente, mais ici comme police d'assurance pour se protéger. Donc, supposons qu'on a des actions qu'on a payées 18 $. Dans notre portefeuille, on a 10 000 $ en espèces. XYZ est à 24 $. On croit qu'ils ont toujours un potentiel de croissance, mais on a des craintes à court terme. On veut protéger nos gains accumulés. Donc, on a un profit de 6 $. On veut essayer de maximiser ce profit-là, de le protéger donc le plus possible, en garder la plus grande proportion possible.
On va acheter 50 options de vente qui viennent à échéance dans 2 mois avec un prix de levée de 24. On va payer 1 $ par action pour un total de 5 000 Ça nous donne le droit de vendre 5 000 actions XYZ à 24 $ pour les 2 prochains mois. Donc, on a nos 5 000 actions. Le titre augmente à 30 $. Donc, ça, c'est intéressant quand on détient une option de vente sur des quand on a des actions, on achète des options de vente. Ce qui est intéressant, supposons que le titre n'a pas baissé, mais le titre a augmenté. Eh bien, avec cette stratégie, nos options de vente valent 0. On a le droit de vendre le titre à 24, mais le titre est rendu à 30. Nos options de vente valent 0, mais ici, nous sommes en mesure de vendre nos actions à 30 $. Donc, on n'a pas perdu ce potentiel de profit à la hausse, puisqu'on détient les actions. On a acheté les options de vente pour se protéger contre une baisse, mais le titre a augmenté. C'est bien, puisqu'on peut vendre nos actions à 30. Bien sûr, on a payé 1 $, donc dans le fond, ça vient réduire notre prix de vente. C'est comme si on vendait à 29 $ dans le fond. Mais lorsque le titre baisse, eh bien, ici, c'est mission accomplie parce que le titre, supposons que le titre est rendu à 18, donc une forte baisse, bien sûr, nos options de vente valent 6 $. Donc, dans ce cas-ci, 2 choses qu'on peut faire. Nos options de vente valent 6. Si à 18 $, on pense que le titre a arrêté de baisser, qu'on veut garder nos actions, ce qu'on a à faire, c'est vendre nos options de vente. Donc, on a payé 1 $, on les vend à 6. On va réduire notre perte, dans le fond, de 5 $. On a un profit de 5 $ contre une baisse de 6. Donc, on va perdre 1 $ au lieu de 6. Cependant, si on veut vendre nos actions, on va exercer et on va vendre nos actions à 24 $. Le prix de revient, c'est 23 $. Donc, ça nous permet quand même ici, vous voyez, de vendre nos actions en cas de baisse. Donc, si on ne veut plus avoir ces actions-là dans notre portefeuille, on exerce et on liquide la position, puis on n'en parle plus. Ça, c'est une position qui est intéressante et comme on l'a mentionné, on est protégé en cas de baisse, mais en cas de hausse, on peut tirer avantage aussi de cette hausse-là. Donc, il faut faire attention lorsqu'on achète des options là, pour se protéger. Bien sûr, il faut y aller, il faut être parcimonieux, pas toujours acheter des options pour se protéger parce que, vous voyez, des 1 $, à tous les 2 mois, ça peut faire une grosse somme à la fin de l'année. Donc, il faut choisir le bon moment où on pense, selon nos analyses, que le titre est à la veille, par exemple, atteint un certain plateau ou quoi que ce soit. Donc, on fait notre analyse et on voit si la situation le requiert. À ce moment-là, pendant une certaine période, on peut se positionner puis acheter des options pour se protéger. Donc, on arrive à la conclusion déjà. Rappelons que dans le REER et le CELI, les types de placements admissibles sont similaires. On peut utiliser les mêmes stratégies, c'est-à-dire qu'on peut utiliser des stratégies d'options sur action, sur devise et sur indice. Par exemple, on a vu l'achat d'options d'achat en remplacement des actions au lieu d'acheter des actions. En vue de protéger des achats ultérieurs. Donc, on veut fixer un prix d'achat futur en prévision d'un achat futur. On a vu la vente d'options d'achat couvertes qui nous permet de mettre en vente nos actions, les actions qu'on possède dans notre portefeuille. En fait, ça correspond à se faire payer pour vendre nos actions. La prime qu'on aura reçue nous offre une légère protection contre une baisse. Donc, si on anticipe même une baisse légère, momentanée dans le marché ou sur nos actions, on peut à ce moment-là établir la vente d'options d'achat couvertes. On a vu finalement l'achat d'options de vente, l'achat de put, au lieu de la vente à découvert des actions qui est interdite dans les REER, mais aussi comme police d'assurance qui nous permet de se protéger pendant une certaine période contre les contre-coups. Donc, si on anticipe un fort mouvement ou un mouvement qui serait un peu plus prolongé, où on va avoir on ne connaît pas exactement la baisse, mais on veut être certain d'avoir une protection totale contre les baisses, à ce moment-là, l'achat d'options de vente va nous permettre d'atteindre cet objectif-là, comme on l'a vu, et tout en nous donnant le potentiel de croissance sur le titre.
Donc, la vente d'options d'achat couverte nous donne une légère protection à la baisse, mais c'est une protection qui est incomplète et elle ne nous permet pas de tirer avantage de hausse très forte dans le prix de l'action, alors que l'achat d'options de vente nous offre le plein potentiel, moins la prime qu'on aura payée, bien sûr, d'une hausse dans le prix du titre. Donc, on vous conseille fortement là, de consulter vos conseillers là, en matière financière et fiscale avant de prendre toute décision d'investissement là, dans vos régimes enregistrés. Assurez-vous de bien comprendre la nature. Je vous invite à consulter le site de la Bourse de Montréal pour voir des capsules vidéo et des séminaires qui ont trait aux stratégies d'options. Par exemple, il y a des guides et des stratégies qui sont disponibles sur le site de la Bourse de Montréal à l'adresse que vous voyez à l'écran. Bulletin d'options des investisseurs sur une base mensuelle, un blog sur les options sacompte.ca où j'ai le plaisir de contribuer de manière mensuelle, des calculateurs d'options et simulateurs de négociation, des idées de négociation d'options. Vous trouverez également dans la section guide et stratégie, si ma mémoire est bonne, un guide fiscal là, donc sur la fiscalité des options. Donc, vous pourrez en savoir davantage à ce niveau-là ça vous aidera à prendre vos décisions. Donc, au sujet des idées de négociation, je vous invite à vous connecter à la plateforme Options Play, une plateforme en ligne qui est gratuite que la Bourse de Montréal vous offre gratuitement pendant encore un certain temps. C'est une plateforme qui vous permet d'obtenir un portrait global de la situation technique, par exemple, sur sur les titres, tous les titres canadiens, ainsi que des idées de négociation sur des stratégies d'options qui vous sont suggérées et pour lesquelles vous pouvez voir en fait les profils de profits et pertes. Donc, c'est une plateforme intéressante. Sur ce, mon nom est Martin Noël, ça m'a fait plaisir et au nom de la Bourse de Montréal, je vous souhaite une excellente journée. Si vous voulez donc communiquer avec nous pour des questions dans le futur, n'hésitez pas à le faire. Ça nous fera plaisir de répondre à vos questions.